est-ce que tu pourrais caractériser l'essence de l'approche hellmanienne? Exploiter le to pretend, le deal de 50-50. Donc, le to pretend, donc, c'est vraiment aller dans une notion de faire comme si, pas chercher à atteindre quelque chose, mais faire comme si on l'était déjà. C'était déjà atteint. Ouais. C'est vraiment la clé du processus hypnotique, donc de mise en transe, si on veut être plus précis. Après, la notion va être d'arriver à un niveau somnambulique. Ça aussi, c'est assez typique de l'hellmanien, parce que la plupart des systèmes ne parlent pas forcément de profondeur de transe, ne parlent pas non plus d'arriver dans un état spécifique pour utiliser la suggestion. Donc ça, c'est 2 points essentiels. Il y a la Je peux faire une petite parenthèse plus pour mes abonnés qui ne sont pas hypno. Pour eux, l'état somnambulique, ça ne va pas leur parler. C'est une espèce d'état intermédiaire, en fait. Ça va dépendre de l'échelle que tu vas prendre. Mais chez Arons, par exemple, c'est l'équivalent d'une transe profonde. Les transes légères, c'est niveau cataleptique, c'est-à-dire mineur, type tu as les yeux dans le vague ou les yeux dans le vague, fermés ou ouverts, c'est mineur. Ouais, je tiens ma tasse comme ça m'en rend compte et je ne bouge pas en te parlant. Là, ça, c'est un 2, ça. Un 3, c'est tout ce qui va être blocage, amnésie à un moment donné. Et là, à partir du 3, on peut commencer à se dire qu'on rentre dans une transe un peu plus profonde. Et le 4 va être une transe profonde. C'est-à-dire somnambulique, c'est une transe profonde. Attention, le problème, c'est que beaucoup de personnes s'amusent à dire qu'une transe profonde est quelque chose où il n'y a plus le conscient. La grosse différence qu'il y a entre l'éricksonien et l'hellmanien, c'est qu'on cherche tout le temps qui est le conscient. La définition initiale de l'hypnose hellmanienne, et là je vais prendre la notion de Kine, c'est le contournement du facteur critique. C'est ça. C'est pas du tout de dire ton conscient disparaît ou je ne parle qu'avec ton inconscient. C'est pas du tout ça. Nous, il y a le conscient, le subconscient, l'inconscient qu'on va dire qui est le côté physiologique. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle le facteur critique. Et le facteur critique, c'est une forme de barrière. Et notre idée, c'est le contournement du facteur critique. Point. Après, plus on va être stable dans ce contournement-là, c'est-à-dire plus on a un temps d'avance par rapport au facteur critique, plus on est en profondeur de transe. Mais il y a toujours le conscient. Donc, les transes, la seule transe profonde qu'on peut estimer en hypnose hellmanienne, en tout cas de notre vision hellmanienne, ça serait le coma hypnotique. C'est la seule. Et encore, moi, avec les années, je dirais, la seule profonde, c'est somnambulique. Après, on pourra peut-être dire somnambulique plus. Certains ont un nom spécifique là-dessus. Parce que le coma hypnotique, vu qu'on n'est pas réceptif à la suggestion, c'est plus une transe hypnotique. Parce qu'on développe le rapport de suggestibilité et il faut qu'on ait une traduction par rapport à ce qui est en train de se passer à l'intérieur par le conscient. Si le conscient disparaît, on n'a plus de feedback. Donc, on n'est plus dans du direct. Et c'est là-dessus où il y a une notion où, pour moi, on est plus permissif paradoxalement en direct qu'en indirect. Parce qu'en indirect, vu que la personne n'a aucune conscience de ce que tu es en train de lui dire, bah, tu es complètement en train à ce moment-là d'aller dans tout ce que toi tu veux potentiellement, sachant qu'il ne te donne pas la permission ou il ne te dit pas qu'il n'est pas d'accord, vu qu'il ne peut pas le dire, vu qu'il ne s'en rend même pas compte. Quand tu arrives de manière directe, mais que tu prends des feedbacks, tu es plus respectueux parce que justement, tu tiens compte des feedbacks permanents que tu prends. 50-50, hein. Tu peux me dire merde, tu peux me dire j'aime pas, tu peux me dire non, j'ai pas envie d'y aller, j'ai peur. Quand tu es en transe et que je t'emmène au travers d'une open loop, d'une boucle que je suis en train de te faire, que tu ne te rends pas compte que je viens déjà te confusionner, te saturer, t'ouvrir une boucle, une histoire, mettre ma commande imbriquée à l'intérieur, remettre une deuxième commande imbriquée, fermer une boucle, remettre une commande imbriquée, fermer la boucle, et que tu t'en rends pas compte et qu'à la fin tu me dis je me souviens pas trop de ce que tu m'as dit. En quoi on est permissif? Là-dessus, on est hyper invasif, pas du tout permissif. Il ne nous a pas donné la permission, vu qu'on a été obligé d'utiliser des stratégies pour rentrer à l'intérieur. Si on devait déterminer, comme tu me disais là tout à l'heure, qu'est-ce qui déterminerait le style, c'est derrière, donc outre là les outils que je te proposais, il y a une idée de se dire que l'hypnose, pour un hypno-hellmanien, la notion, c'est de te dire, donc je contourne un facteur critique, mais pour une raison. La raison, c'est que tu sois focalisé sur une idée et ça va créer donc, ce qu'on appelle une sélectivité. Donc, sélectionner la suggestion et l'élément qui va être ressource, si on exploite ce mot-là, et après être suggestive
à cette ressource initiée, focalisée et développée au travers de ta session la possibilité à ce moment-là de décupler l'impact de cette suggestion acceptée et acceptable par le partenaire. C'est pour ça qu'on n'est pas sur une notion de permissif ou pas, c'est juste un accord tacite avec le partenaire et permettre que cette suggestion influe sur un pattern, une problématique, etc. etc. C'est ça, on est sur une chirurgie de précision, on se focalise sur un thème bien précis. C'est ça. Et effectivement, tu vois, pour revenir sur un des points marquants dans l'hypnose hellmanienne, c'est qu'à l'inverse de l'éricksonien, où souvent les personnes ont appris ce qu'on appelle le Milton Model, et dans le Milton Model, on parle d'un langage dit non spécifique. Oui. Nous, au contraire, on est ultra spécifique. C'est le mot est un déterminant majeur dans notre notion hypnotique. Quand je vais exploiter un mot, je vais réutiliser un de tes mots, je vais même te le faire définir pour comprendre si ça valide ou invalide l'ensemble du process qu'on a déjà vu en amont. Pour être vraiment clair, parce que parfois, il y a un mot qu'on utilise parce qu'on l'a entendu éducativement parlant. Et en fait, c'est un mot qui n'est pas du tout notre problématique. Je prends un cas que j'ai eu hier avec la notion de la peur de me retrouver seul. Et en fait, au fur et à mesure, on a réussi à préciser que c'était sur la notion de rejet, ce qui n'est plus la même chose. Tu peux être seul en étant abandonné, tu peux être seul en ayant des conflits, tu peux être seul avec plein de choses. Mais là, c'est le rejet qui était problématique. Sauf que pendant des années, dans son pattern et sa boucle de répétition et de dialogue intérieur, c'était d'être seul. Ce n'est pas du tout la même chose que la peur profonde d'être rejeté. Et la sémantique qu'on va travailler au travers de nos suggestions et de l'orientation de la session va être basée sur des mots très précis pour le partenaire. Pour lui, ça a du sens à ce moment-là. Mais il faut que le sens soit compris sur différents niveaux et différentes strates. On ne parle pas du présupposé que le subconscient va être capable forcément de capter la subtilité de ce qu'on donne sur différents niveaux. Quand on fait une lecture de Rossi, quand il parle d'Erikson, c'est lui qui a développé le principe qui parlait sur plusieurs niveaux, Erikson. Il est allé super loin dans son interprétation. Nous, on ne part pas de ça. On fait 5 ans. On ne va pas se prendre la tête. Hein. Il ne comprend pas. Parle en subtilité à un gosse de 5 ans. Tu vas voir que ça ne va pas durer très longtemps ton dialogue. Hein. On parle, on est simple. On tente d'aller vers quelque chose qu'il peut comprendre, auquel il peut adhérer, et, d'où la compliance. Et cette idée qu'il va le développer parce qu'il le comprend. Et d'un coup, ça match, ça correspond à quelque chose qui était en attente ou qui était en train de se développer à l'intérieur de lui et qui dit « mais c'est ça, c'est exactement ça ». Et c'est ça qu'on va chercher, nous. Ok, ça a permis à ta partenaire d'hier de mieux circonscrire en fait son problème et donc ça a évacué tout un tas de faux problèmes. Moi, je suis convaincue que bien définir et bien nommer les choses a en fait une réelle efficacité thérapeutique. Tu prends une personne qui est dans la confusion des termes, des concepts, qui mélange un peu tout et qui a un discours interne où ça tourne depuis des années, je veux pas être seule. Puis d'un coup, tu lui dis, bah non, mais ton problème, c'est pas que tu veux pas être seule, c'est qu'en fait, tu as peur du rejet. Oh, d'un coup, t'élimines 90% des problèmes. Voilà, simplement en nommant, en définissant et en réussissant à circonscrire la problématique. Et là, effectivement, tu peux faire un travail de précision comme un chirurgien sur le thème en question. Tu focalises et tu vas, quoi. Des fois, simplement, en fait, hein, mais je le dis régulièrement à mes abonnés ou je leur écris des fois quand ils me sollicitent personnellement, le simple fait de définir, d'être capable de définir en une ou deux phrases un problème et de le nommer, parfois donne en soi des résultats en fait et permet parfois de faire quasiment disparaître la problématique où on se rend compte que c'était juste une manière de percevoir les choses qui étaient complètement pathologiques en elles-mêmes en fait, hein. Mal pensées. C'est d'ailleurs le cheminement initial de la psychanalyse, hein. Elle a beau être critiquée sur plein de choses, la notion de faire émerger parfois un mot, un verbe, une expression juste qui à un moment donné n'est pas juste de la mentalisation mais permet d'avoir une forme de conscientisation, c'est-à-dire à la fois la tête, les émotions, le corps. Pour certaines personnes, c'est un truc extraordinaire. Et on s'en rend compte dans plein de systèmes thérapeutiques. Là, je prends la psychanalyse parce que ça a été quand même l'idée initiale de pouvoir faire naître quelque chose de tous ces mots qui sont partagés avec le praticien. Et je trouve que c'est hyper intense. Nous, on s'en rend compte en hypnose parce qu'on voit, au moment où la personne prononce le mot, on voit la transe, on voit la rupture de pattern, on voit la transe.
Et la personne, elle internalise le truc, elle fait « Ah ouais, d'accord ». Alors, après, et c'est la grande critique souvent de la psychanalyse, c'est dire « Ok, je sais pourquoi, mais comment je vais faire maintenant ?» Ouais, mais si tu sais J'en fais quoi? maintenant, d'ailleurs, ouais, j'en fais quoi? En gros, on a un outil de diagnostic perso à la personne. Elle vient de se diagnostiquer, à se dire « Mais j'ai ça ». Bon, nous, notre job, c'est quand même avoir des outils pour lui permettre maintenant de faire l'opération. C'est ça qui nous intéresse. C'est derrière, plus c'est juste, et on le sait tout à l'heure, tu prenais la comparaison avec l'hôpital, mais c'est vraiment ça. C'est plus tu sais précisément la problématique que tu as un bon diagnostic, et ton diagnostic est rapide, bien fait, etc. Plus l'intervention, elle va être juste, justifiée, au bon timing, etc. Ce qui fait qu'il y aura un succès qui est supérieur au fait qu'il y a des moments où tu mets des spectres larges partout et que tu n'as aucune idée réellement de ce qu'a ton patient à un moment donné. Nous, à un moment donné, la personne, il y a plein de choses qui se passent, c'est limite cathartique. Et là, on se dit, bon, maintenant, on peut opérer, mais je vais opérer avec toi, mais on va travailler avec des suggestions, des recadrages, etc., etc. Une régression à la cause qui va peut-être te permettre d'aller fermer ton chapitre de vie par rapport à ça et puis te permettre de pouvoir créer tes nouveaux potentialités. Il m'est venu une métaphore quand tu parlais effectivement du fait de se limiter au diagnostic. C'est d'arriver à un moment donné avec quelqu'un qui dirait voilà, j'ai compris pourquoi j'ai froid, en fait je suis dans de l'eau froide, et on lui dirait vas-y maintenant réapprends à faire chauffer l'eau, quoi. C'est ça. Ou sors de l'eau, quoi, tu vois, après. Oui, mais tu es une personne unique, avec une histoire unique, ok, mais enfin faire chauffer de l'eau, c'est faire chauffer de l'eau, quoi. Mécaniquement, c'est la même chose. On refuse en fait de se faire appliquer sur notre psychisme des paradigmes qui sont mécaniques, comme si c'était sale et vulgaire et méprisable, mais il y a une mécanique et c'est pas vulgaire ni trop prosaïque, pragmatique ou honteux de le reconnaître et de l'accepter. Au contraire, c'est efficient. C'est la problématique qu'on a très souvent avec oui, mais ta croyance est limitante. Non, mais va te faire. Ma croyance n'est pas limitante. Biologiquement, tu as un problème. Ta croyance ou pas ta croyance, ça ne va pas changer ton problème. Tu vois mais ça, c'est un refus du réel. Je mesure 1m70, jamais je mesurais 1m80. Nos potentiels ne sont pas illimités. Mais nos potentiels sont grands pour autant. Oui, c'est ça. C'est qu'on a on a des gros potentiels d'ailleurs avant d'arriver au bout de nos simples potentiels. Hein. On a du taf. Vouloir dire non, mais c'est ta pensée qui est limitée. Attends, sois cool. N'oublie pas simplement que, et ça on l'oublie beaucoup, en tout cas on n'en parle pas assez, la psyché est liée à la biologie. C'est ça la beauté de la psychologie, hein, pour ceux qui étudient un peu la psycho. La psychologie prend en compte l'aspect psychique, l'appareil psychique, l'appareil systémique et l'appareil biologique. Nous, en hypnose, parfois, malheureusement, on dit « Non, mais c'est dans la tête. » quoi. Là, j'exagère un peu, mais ta pensée est limitée. Non, c'est une pensée limitante. Non, biologiquement, quand ta thyroïde déconne, biologiquement, quand tes hormones partent en vrille, ça va créer de nouvelles émotions, nouvelles sensations, nouvelle incapacité sur certains éléments, etc. etc. C'est factuel. Tu peux pas dire que ce n'est pas le cas. Tu as une baisse de testostérone, tu as une hausse d'oestrogène ou inversement. Bien sûr que ça va jouer sur ta façon de percevoir les choses, ta sensibilité, ta manière de réagir aux choses. Et parfois, on a ce mépris, et je trouve ça très dommage dans le travail de la psyché, et surtout, nous, dans la côté un peu hypnose, à dire oui, bien sûr, on peut impacter le corps, parce que le corps, l'esprit, etc. Mais il faut aussi prendre l'inverse. Le corps impacte aussi notre psyché. Donc, il y a une autre manière encore de bosser quand on sait qu'on est malade de quelque chose, quand on a des vrais problèmes biologiques où il faut prendre en compte certains aspects. C'est le principe souvent qui est un peu complexe quand tu siffles lourd. Tu sais que son cerveau a commencé à se figer dans quelque chose. Tu sais que derrière… Et la structure du cerveau elle-même s'est modifiée, quoi. Exactement. Et donc, tu dois trouver des nouvelles voies, mais tout en prenant en compte, attends, il y a une biologie. Et ça, c'est important. Moi, c'est des systèmes… Je passe ma vie à réfléchir, à lire des trucs dessus, à faire plein de tests. Mais il faut être objectif. Il y a des moments où, oui, la bio, elle est là. Et la bio devrait faire partie, après quelques années, mais de notre cursus d'hypno.
de se dire, bon, allez, j'ouvre des bouquins de bio, comment ça marche le système endocrinien? Ok, pourquoi? Qu'est-ce que crée une problématique endocrinienne? Quelle zone du cerveau? Alors maintenant, on a la chance avec les neurosciences d'avoir de plus en plus de mappings qui sont intéressants. Mais ça fait partie complètement de notre domaine, non, parce qu'on n'est pas des psychologues, on n'a pas 5 ans à la fac. C'est ça. Mais pour moi, c'est un champ qui va être, un moment ou un autre, plus on pratique, une nécessité à se dire, ok, je prends un bouquin de bio, je prends un bio, je prends des bouquins de psycho, en fait, dans les bouquins de psycho, c'est très bien expliqué, et j'étudie pour comprendre, pas pour me limiter dans mes trucs, mais pour trouver peut-être des métaphores, pour peut-être trouver des cheminements, pour peut-être trouver des choses et se dire, ok, peut-être que je vais pouvoir le travailler autrement, je vais peut-être pouvoir proposer à mon partenaire une suggestion, une orientation qui va physiologiquement peut-être déclencher quelque chose. Minime, mais qui pourra peut-être à un moment lui permettre d'être en up, ce qui arrive souvent avec les dépressifs. Tu arrives à lui mettre, puis tu ancres, comme pour lui dire, tente de ne pas aller plus bas, donc tu mets une cale et tu tentes de faire un travail comme ça. Parce que tu sais que biologiquement, de fortes chances, même s'il est là, il peut retomber. Si tu mets une cale, peut-être qu'il va juste être un peu non équilibré, mais ça pourra peut-être maintenir quelque chose, etc. etc. Ouais, avoir conscience de la réalité biologique des choses, c'est sûr, ne pas être dans l'idée d'un psychisme et d'un inconscient, d'un subconscient tout puissant. Après, le faire rentrer dans un cursus, ça pose un autre sujet, c'est que déjà, sans vouloir créer des études lourdes et très vastes, en avoir conscience, s'y intéresser, tout comme je trouve ça fou qu'un hypno puisse ne pas s'intéresser à de la psycho, des choses comme ça. Enfin, voilà, tout ça est lié. Faut pouvoir s'alerter à un moment donné et se dire, tiens, telle personne, est-ce qu'elle n'a pas un problème d'ordre sanitaire? Est-ce que vous en avez parlé à votre médecin? Est-ce que vous avez vu un psychologue? Tu vas pouvoir prendre toutes les sécurités pour pouvoir identifier ou aider la personne à diagnostiquer d'éventuelles sources effectivement biologiques, physiologiques. Mais c'est bien aussi d'avoir conscience qu'on est dans un système global comme ça, qui est mental, qui est physiologique, qui est émotionnel, qui est lié du coup à notre alimentation, à l'endroit où on vit, etc., aux bruits autour de nous, aux vibrations, à tellement de choses finalement qui nous impactent et qui impactent donc le système complet et donc le psychisme aussi. C'est là le vrai système. Quand les gens parlent d'holistique, quand j'entends quelqu'un qui me dit je suis un thérapeute holistique, je te respecte, hein, mais alors ça veut dire que tu es nutritionniste, tu es systémicien, tu es psychologue, tu es biologiste, tu es physiothérapeute, tu es chaud comme mec. Puis après, je te parle même pas des choses en fonction des croyances de tout à chacun, à des spectres, on va dire, plus subtils, voire limite spirituels. Ça veut dire que holistique, c'est tout ça. Non, moi, j'ai ma spécialisation, c'est plutôt là-dessus. Tu as envie d'un physiothérapeute, va voir un physiothérapeute, un kiné, un ostéo, un médecin, un truc, va voir des gens qui sont bons dedans. C'est pour ça qu'il faut coordonner les soins, quoi. Exactement. Quand il y a une vraie pathologie, il faut coordonner les soins. Donc, il faut travailler avec le médecin. Il ne faut pas rester tout seul dans son coin à se croire tout puissant et omnipotent, quoi. Tout à fait. Je sais pas, tu veux rajouter quelque chose ou... Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout, comme tu me dis, vu que tes abonnés, ils ne connaissent pas forcément ce type d'hypnose, c'est vraiment comprendre que c'est une structure qui est assez simple dans l'idée. D'ailleurs, c'est assez drôle. C'est pas parce que c'est simple que ce n'est pas complexe dans la finesse que ça peut être mis en place, mais c'est simple, vraiment d'apparence. Les suggestions, c'est simple. Le tempo est assez simple. On n'a pas un thermos logos, sophrologie ou même ericksonien où on va changer nos rythmes de voix. On a une voix qui est normale. On peut crier, rire, etc. On n'a pas plein de croyances comme faut pas être négatif. Tout ça, on s'en fout. On n'a pas du tout la même vision de la notion de la psyché, même si bien sûr ça se rapproche de plein d'éléments qu'on a en indirect. Mais sur certains trucs, on est moins tatillon. Le côté un peu brut de décoffrage fait que, allez, tout ça, au pire, s'il y a un problème, tous ces interdits, entre guillemets, passent à la trappe. La négation, j'ai eu droit dans mes commentaires de vidéos. Oh, mon Dieu, tu utilises la négation, oh là là, c'est pas sérieux. Ça, en fait, il y a aussi 50 personnes qui commentent en disant que c'était super et que ça a bien fonctionné pour eux. Enfin, à un moment donné...
Je t'avais peut-être vu la vidéo, il y a des années, je m'étais amusé. Alors, j'étais contre cette idée-là depuis super longtemps. Puis, je faisais plein d'hypnose de rue et même je testais avec mes partenaires en cabinet. Et je faisais des sessions qu'en négation. Oui, parce que quand tu dis tu peux plus bouger ton bras et que la personne ne peut plus bouger son bras, à un moment donné, tu as utilisé une négation et ça a fonctionné parfaitement. Donc, ouais, et puis ce que j'avais capté quand j'étais allé voir Bendler, là, c'était, pense bien, aux États-Unis, c'est don't do that. Donc, ne fais pas. Enfin, c'est don't do. C'est do not do. D'accord? Faire, pas faire. Faire, pas voir. Faire, ben. Nous, c'est ne. Il y a le ne au départ. En fait, notre cerveau, vu qu'il capte quand même les choses, c'est très. Moi, je l'avais lu dans la littérature américaine, liée à la PNL, etc., où il nous disait n'utilisez pas la négation, le cerveau ne comprend pas la négation, etc., etc. Ouais, moi, j'ai appris ça aussi en Erickson. Ouais, je pense qu'on est une grosse. On est quand même issu de la PNL indirectement, issu de plein de mouvements américains. Et c'est des choses qui, effectivement, ça peut avoir du sens. Tu ne vas pas parler qu'en négatif et il vaut mieux aller sur quelque chose d'ouvert et de constructif. Mais de là, se formaliser à dire non, il ne faut surtout pas que tu le fasses. Non, do not, c'est normal, c'est d'abord fait, pas. C'est comme, et d'ailleurs, si on joue d'un point de vue ericksonien, si on parle d'hypnose conversationnelle, si j'ai envie que fais pas ce que je viens de te dire, parce que je vais appuyer sur le fait, mon timbre de voix il va être fait, pas ce que je te dis. Donc toi, tu vas être dans l'idée de faire. Alors si je te dis ne fais pas ce que je te dis, le ne amène d'entrée à un niet. Je veux pas. C'est un sens interdit. Oui, tu mets un accent en fait au niveau du ton de ta voix sur la négation. Ça, c'est important. Pas aussi. Que parce que la négation, d'un coup, elle est là. Mais même regarde, ne fais pas. Tu l'as fait exister, ouais. Le ne existe, alors que le fait pas, tout simple, en fait, c'est d'abord fait. Donc ton cerveau il capte d'abord fait et après pas. Mais tu es déjà dans le fait. Le ne, à la base, il va te dire non, je bloque à ce moment-là. En tout cas, mon facteur critique, si on reprend un langage plus hellmanien, il va dire je vais bien regarder les papiers du truc qui se passe. C'est un pop-up qui dit attends là, je vais peut-être pas le faire. Mais t'entends l'info. C'est pour ça que le facteur critique est quelque chose d'intéressant. L'approche nouvelle est différente, qui se caractérise quand même par une rapidité de mise en œuvre, directif, mais qui prend quand même le temps de prendre du feedback et donc de s'ajuster le plus possible. C'est du travail de précision, rapide et précis. Merci beaucoup, Christophe. Direct des deux côtés, direct moi vers toi et toi vers moi. C'est toujours cette notion-là. On est direct des deux côtés. Tu peux me dire fuck, tu peux me dire non. C'est ça, avec une réciprocité. Exactement. Merci Christophe pour toutes ces précisions. J'invite les abonnés de ma chaîne que ça intéresse à aller voir la chaîne HNO de Christophe, éventuellement lire ses livres pour ceux qui voudraient vraiment approfondir ces sujets-là. Et Christophe ne parle pas que d'hypnose hellmanienne, mais j'ai voulu l'inviter sur ma chaîne parce que c'est quand même un fer de lance de ce type d'hypnose méconnue en France, mais qui commence à être de plus en plus connue. Et ciao, ciao. Merci à toi. Ciao.